Madame, monsieur, bonsoir. Ce jeudi, nous recevons Eric Tchindjé, spécialiste et expert sur les questions de communication et des relations internationales, de passage au Cameroun en ce moment, parce que vous le savez, il vit aux États-Unis. Il nous a accordé ses 90 minutes d'entretien pour partager avec lui sa vision du Cameroun, de l'avenir, des relations entre nos pays et sa diaspora, ses partenaires. Bref, on va essayer de faire le round-up de l'actualité en cette année 2024. Comme vous le savez, année préélectorale, marquée donc par les prémices de cette campagne. Eric Tchindjé, bonsoir. Bonsoir, député. Quel joie de... Heureux de me retrouver avec toi. Encore plus. Donc, Encore plus. Alors, cela dit, ça va, vous êtes au Cameroun depuis quelques jours. Depuis presque un mois déjà. D'accord, il pleut, il fait chaud, vous appréciez l'ambiance, l'environnement, la température? Le pays, c'est le pays. Je l'adore. Absolument. Vous avez fait un peu le tour de quelques villes, Yaoundé, Douala? Oui, évidemment, Yaoundé, Douala, et puis Limbé, parce qu'en fait, j'étais venu ici pour l'enterrement de ma sœur jumelle, que j'ai perdue il y a à peu près 2 mois. Absolument. Donc, j'ai fait Limbé aussi. Donc, ça m'a donné quand même une petite aperçu, n'est-ce pas, du pays. Nous réitérons l'émotion que nous partageons pour la perte de votre chère sœur. Merci, mais pareillement pour toi aussi. Merci infiniment. Alors, vous êtes au Cameroun. Quand vous parcourez les villes, les rues, évidemment, vous avez une oreille qui traîne, qui entend un retour. Pour vous, qu'est-ce qui remonte dans le ressenti des Camerounais, dans l'ambiance urbaine? Comment est-ce que les Camerounais pensent leur pays? Que disent-ils pour l'avenir? Enfin, je peux parler de l'expérience vécue, mais aussi de l'expérience partant de ce que j'ai entendu. Absolument. J'ai entendu un ou des membres du gouvernement qui se plaignaient de difficultés de circulation, dont j'imagine que certains de ces membres du gouvernement ont vu ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Mais évidemment, ça me fait penser aussi à celui qui a déclaré au monde entier qu'il n'y a pas de trou dans les routes de Yaoundé, il n'y a pas de saleté, donc dans les rues de Yaoundé. Vous pensez au ministre Jean de Dieu Momo? Ah, enfin oui, il s'agit en fait de lui, pourquoi pas. Et je ne sais pas dans quelle ville lui vit. C'est pas... Moi, je suis à Yaoundé, j'ai passé presque un mois à Yaoundé, je ne sais pas de quel Yaoundé il parlait. Évidemment, il n'y a pas de Yaoundé, non? Pas du tout, c'est bien la capitale du Cameroun, Yaoundé. Ok. Alors cela dit, peut-être pour la gouverne des plus jeunes, vous avez longtemps travaillé pour la télévision nationale, commençant à la CTV, la CRTV par la suite. Vous avez quitté le Cameroun en 1991. Oui. Entre 1991 et 2024, y a-t-il une distance dans ces deux Camerouns que vous avez laissés, qui c'est peut-être en termes de développement, en termes de population, en termes de... Ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu énormément de changements. Ok. Commençons avec l'aspect démographique. Yaoundé comme Douala, comme les autres villes d'ailleurs, on a vu une multiplication, n'est-ce pas? Je dirais fois 4-5 de la population. Mais malheureusement, puisque enfin on constate ce même croissance démographique dans presque tous les pays africains. Absolument. Et j'ai eu l'habitude de circuler en Afrique, enfin, de par le travail que j'ai fait depuis mon départ du Cameroun. Et ce que je constate, c'est que la plupart de ces pays, même les pays africains, la plupart avaient des prévisions. La plupart avaient l'impression que la population allait accroître, donc il fallait prendre un certain nombre de dispositions. C'est pour ça qu'on arrive en Côte d'Ivoire, on est à l'aise. À Abidjan, à Yamoussoukro, à Bouaké, à Amman, et ainsi de suite. Absolument. Ils ont tenu compte de cette croissance et ils se sont organisés pour accueillir, n'est-ce pas, les nouveaux-nés, et ainsi de suite. On le constate au Kenya, on le constate à Nairobi, à Kigali, au Rwanda, ainsi de suite. J'ai eu l'impression, écoute, vous voyez ça aussi. J'ai eu l'impression qu'on n'a pas su que le Cameroun allait passer de
de 18 à 20 millions quand je partais, à 25 à 30 millions, où on est aujourd'hui. J'ai eu l'impression que le pays n'était pas prêt à accueillir tout ce monde-là. Donc la construction chaotique à Yaoundé, chaotique. Mais c'est quoi le problème? On ne prévoit pas. Douala, c'est pareil. Quand je partais d'ici, Bonamou Sadi à Douala était en construction et on voyait. C'était organisé. Mais maintenant, je pars à Bonamou Sadi et au-delà, c'est comme s'il n'y a pas un plan d'urbanisation. Alors, n'en parlons pas de Yaoundé. Il y a des quartiers qui étaient des villages lointains à l'époque. Mais maintenant... mais s'il y a des évolutions majeures, qui sont peut-être positives ou négatives, quelles seraient celles qui vous auraient singulièrement marqué? Non, c'est cette croissance démographique. Hein. C'est ça surtout. Et le désordre qui accompagne. Absolument. En fait, un décalage entre l'évolution de la population et... Mais quand j'ai quitté le Cameroun, je pouvais quitter Yaoundé et arriver à Douala en 2h30, 3h. Je fais le même trajet en 6h presque. D'accord. À Yaoundé, on circulait facilement sur des routes goudronnées. Maintenant, on a bouché quelques trous quand le président entrait de son dernier voyage. J'ai vu et je remercie ces maires parce que ça nous a facilité quand même sur ces routes-là, mais pas les autres. D'accord. Donc, il y a un problème. Alors, à partir de là, quels défis fondamentaux notre pays a désormais, qui c'est peut-être pour se remettre sur les rails, pour essayer de rattraper ce gap, cette distance? J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler, mais une chose que je peux dire avec assurance, c'est qu'il y a un gouvernement qui ne gouverne pas. Comment cela? Il y a un gouvernement qui ne suit pas la vision du leader, donc du président de la République. Il y a des gens autour de ce président qui ne méritent pas d'être là. Vous déresponsabilisez le président et vous estimez que ce sont les membres du gouvernement qui... Mais je sais de ce que je vais dire et j'espère que vous allez... Écoute, moi je tutoie tout le monde et je suis un anglophone. Non, bien sûr. Hein. Non, non. J'espère que tu vas me donner l'occasion d'en parler. Nous avons 90 minutes. Hein. Merci. J'espère que vous ne me ferez pas un coup de tête. Non, j'espère que non. Non, je le dis pas avec beaucoup de gaieté de cœur, mais je suis convaincu, partant de ce que je savais à l'époque, que beaucoup de gens autour du président Biya ne le suivent pas. Mais je peux aussi expliquer cela par des choses que j'avais remarquées il y a 30 ans. On peut en parler. Quelles sont-elles? Je crois que je vais raconter une histoire. Ok. Très rapidement, j'espère. Le président de la République m'appelle en 88, je crois, pour me demander si je pouvais penser à une émission qui va pousser les Camerounais à parler des problèmes de la société, les problèmes du développement et ainsi de suite. Le président de la République lui-même. Alors je prends le temps qu'il fallait, je réfléchis, je pose des questions à mes collègues à l'époque, et on décide donc de faire une émission de débat, parce qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir des grands débats à la télévision. Donc on décide d'avoir ça. Je repars, j'explique un peu, le concept au président. Il dit d'accord, très bien, faites-le. Je reviens à la télévision. Je ne lui ai pas dit que j'avais les ordres, la bénédiction, si vous voulez, du président de la République. J'ai appelé mon collègue Charles Ndongo. Je lui ai dit, bon Charles, on va faire une grande émission, un grand débat, où les gens peuvent parler librement. Mais maintenant, il faut qu'on trouve les gens. Charles et moi, on a commencé à chercher des gens qui pouvaient intervenir dans cette émission. On ne trouvait pas. Tout le monde refusait. Tout le monde. C'est à l'époque où personne
n'avaient le courage. Les membres du gouvernement, la société civile, Non, les hommes d'affaires, les sportifs. Non, on n'avait pas touché les membres du gouvernement. Ah, d'accord. Enfin, les autres acteurs, les autres intellectuels, enseignants, oui, les intellectuels, les leaders de la société civile, ainsi de suite, les hommes d'affaires et tout. Nous avons essayé de... C'était en 88, c'est ça? C'était en 88, fin 88 ou début 89. Donc on était encore dans le système monopartiste. Absolument. Okay. Et ça, c'était avant l'appel des conférences nationales, et ainsi de suite. Avant. Dans le Cameroun, le président Biya voulait déjà qu'on ouvre le débat. Absolument. J'étais tellement... Pardon. J'étais très impressionné en tenant parce que quand je lui ai expliqué ce que j'allais faire, il m'a donné le feu vert. Ok. Alors, je reviens, je passe à peu près une semaine, personne ne voulait parler. Alors, je repars à la présidence. Il y a un certain monsieur Mvamba Albert que le président avait demandé de voir si jamais je voulais faire passer un message rapidement. Donc, je repars à la présidence, je vois monsieur Mvamba, je lui dis, je n'arrive pas à trouver, je n'ai personne pour cette émission. Personne ne veut parler, tout le monde a peur. Il me dit, ok, écoutez, je vais monter dire au président. Il monte. Puis il redescend quelques minutes après avec un petit bout de papier et 2 noms sur ce bout de papier écrit à la main par le président de la République lui-même. Et puis il me montre, je regarde. Je dis, mais je ne reconnais pas ces noms-là, c'est qui? Celui-ci, il lui-même, il regarde, il dit, mais pourquoi il a mis le nom de ce monsieur? Il est ici à la présidence, il ne peut pas parler. Un certain monsieur Ameni Biele, Ameni Biele, il est ici à la présidence, travaille dans le cabinet militaire, je crois, du président. Il dit, ok, ben c'est lui qui dit d'aller demander si Ameni veut parler. Puis on regarde l'autre. C'était Lep Roger. Le professeur Gabriel. Le professeur Gabriel Lep. Le regretté mémoire. Il dit, mais lui, monsieur Mva ne connaissait pas, moi non plus. Mais il me dit, bon, Lep travaille ici. Demande en partant, peut-être quelqu'un sait où il habite. Bon, en sortant de la présidence, on m'a dit que celui-là habitait Kansik Lankak, okay, et que l'autre est à l'université. Il enseigne à l'université. Okay. C'est la seule information que j'avais. Donc je pars rapidement à la télévision, je vois Charles, je lui dis, bon, on a 2 noms. Il y a un certain... Roger Gabriel Lep. Roger Gabriel Lep, qui est à l'université, s'il te plaît, allez le chercher. Et moi, je vais aller au Kansik Lankak pour chercher Ameni Biele. J'arrive chez Ameni, ce soir-là, après le journal. Dès qu'il me voit, dès que je lui dis, monsieur, je vais organiser un débat libre où tu peux dire n'importe quoi, tout ce que tu penses de la situation au pays. J'ai eu du mal à le retenir. On était chez lui. Ameni me dit, quoi? Eric, il ne faut pas que tu viennes ici pour m'embêter. Si tu veux, je veux maintenant. Allons-y maintenant. Il dit, non, calmez-vous, monsieur Ameni. On va en parler demain. On va organiser l'émission demain. Le lendemain, je vois Charles. Mais Eric, c'est qui tu m'as envoyé? J'ai eu du mal à retenir ce monsieur. La même réaction. Même réaction. Qu'est-ce que ça nous dit? Que Biya connaît. Absolument. Le président connaît. Personne n'était capable de nous donner les noms. Absolument. Alors, on enregistre l'émission. Le jour, donc le lendemain, au soir, on enregistre l'émission. Et ça passait en interne. Okay. Donc dans le système télécom de la CRTV, dans l'immeuble. Donc les gens pouvaient suivre ça n'importe où. Il dit, tout s'est arrêté dans cette maison. Les gens qui venaient pour enregistrer des missions, les gens qui venaient pour rendre visite, et tout s'est arrêté, tout le monde était cloué, n'est-ce pas, à la télévision, enfin dans les... Les gens craignaient pour votre... On n'avait jamais entendu de pareils propos sur les médias publics. Jamais. Même dans les médias privés. Il n'y en avait pas à l'époque. Oui, il n'y en avait presque pas à l'époque. Enfin, certainement pas télévision, radio, mais dans la presse écrite. Non, nulle part. On n'avait jamais entendu ça. Donc on a fait cette émission. Ça a duré peut-être 3 heures. Un peu plus de 3 heures. J'ai ramené ça à 3 heures sans enlever quoi que ce soit. Elle est en direct? Non, vous avez enregistré. On avait enregistré. D'accord. Alors on enregistre et je fais le montage rapide, on ramène ça à 3 heures.
On avait prévu 2 heures, mais c'était tellement intéressant. Et puis les gens parlaient de tout. Ils critiquaient le président, insultaient même le président de la République. Critiquaient l'économie, les options politiques, économiques, et ainsi de suite. Donc, finalement, j'ai fait l'émission. C'était dur. Même pour moi, j'étais le seul à savoir que c'est le président. C'est le président qui m'avait demandé. Ça vous rassurait un peu. Mais bien sûr. Donc, je laissais les gens parler. Absolument. Alors, à la fin, je suis resté, faire le montage. Ça m'a duré, puisqu'on commençait à faire le montage à partir de minuit, quand tout s'arrêtait à la télévision. Donc, après la fin de la journée, je commence le montage, on le fait. Et puis, je me dis, vers 3 heures, j'ai terminé de nettoyer la bande. J'ai dit au monteur, j'ai dit, écoutez, fais-moi une copie VHS. Il faut absolument que le président lui-même voit ça. Parce que c'était dur. Et je me suis dit, j'étais convaincu que Biya allait nous dire non, laissez tomber. Ne diffusez pas. Donc, on fait la copie. À l'époque, il fallait 3 heures pour faire une copie de 3 heures. Donc, c'est vers 6h30 du matin que j'ai fini de faire une copie VHS. Je sors à 6h30, directement à la présidence. Je monte aux résidences privées du président et je remets la cassette au feu, je crois que c'était feu Roger Moutazé. L'aide de camp, l'ancien aide de camp du président. Un gentleman extraordinaire. Donc je le vois, j'étais rassuré. Je dis, Roger, s'il te plaît, remets ça au président de la République. Il me dit non, dès qu'il se lève. Et c'est ce qu'il a fait. Je sors de là rapidement à la maison, je prends une douche, je reviens pour ma conférence de rédaction. Tous les journalistes viennent, tout le monde avait peur. Tout le monde les gens se demandaient si vous viendrez. Oui, mais ils voulaient vraiment me voir. En chair et en os. Et Charles est là. La conférence de rédaction ce jour-là ne portait que sur cette émission. Tout le monde, mais comment vous pouvez faire ça? Non, c'est incroyable. Je sais pas, vous étiez rédacteur en chef. Hein? Vous étiez rédacteur en chef? Oui, j'étais le rédacteur en chef. Il faut le rappeler aux téléspectateurs. Alors, on finit vers 10h, la conférence de rédaction, 10h30. Je monte avec Charles dans mon bureau. Et arrivé au niveau j'étais au 5e étage de l'immeuble, j'arrive donc et j'entends le téléphone sonner dans mon bureau et dans le secrétariat. J'ai dit à Charles, s'il te plaît, prends le téléphone au secrétariat. Je rentre dans mon bureau. Et c'était qui? Monsieur Mva Albert. Il dit, Eric, le président est en train de regarder l'émission, il est presque à la fin. Il me dit de te féliciter. Je dis, quoi? Il dit de te féliciter. Une grande émission, une grande première. Enfin, les Camerounais commencent à parler. Absolument. Le président de la République était très content. Alors, je raccroche, tout content de moi, sachant que l'histoire de ce pays allait changer ce jour-là. J'étais convaincu. Et puis j'entends Charles qui dit au secrétariat, oui, monsieur le ministre, c'est Eric, monsieur le ministre, et d'ailleurs, le voici. Je prends le téléphone, c'était Esso Laurent. Il était directeur de cabinet DCC, directeur du cabinet du président. Cabinet civil. Cabinet civil. Alors, c'était un gentleman. Absolument. N'est-ce pas? Avec le verbe esqui. Eric, ça va? Comment vous pouvez faire un truc comme ça? Moi, je crois qu'il m'appelait pour me féliciter aussi, puisque s'il a vu l'émission, certainement, il avait vu, il a dû le voir avec le président de la République, qui vient de me féliciter. Donc, mais le ton de M. Esso était différent. Il dit, oui, mais M. Tchindjé, vous ne devez... Alors, à un moment donné, j'étais un peu complètement perdu. Il me dit, vous ne devez pas faire ça, vous ne pouvez pas diffuser cette émission. J'étais obligé de lui dire, mais monsieur le ministre, je ne peux pas arriver à la direction du cabinet civil et vous dire ce qu'il faut faire.
Je ne comprends pas pourquoi vous me dites de ne pas diffuser une émission. Enfin, j'étais un peu perdu, mais je voulais... Vous avez l'assurance du l'assurance du président. Heureusement que j'avais reçu cet appel. Donc, je parlais avec tout le respect dû au directeur de machin, mais avec un ton assez ferme. Je suis le rédacteur en chef, monsieur. Faites-moi confiance. Quand il a vu que rien ne me faisait bouger de ma position, il dit « Ok, ne quittez pas, je vous passe le ministre d'État. » Le ministre d'État prend l'appel. Qui c'était? C'était un monsieur Akamon Foumi. Il était secrétaire général ministre d'État. Absolument, la présidence. Prend l'appel. Il dit, comment? Monsieur Tchindje, oui, vous avez fait ceci, patati, patata. Même attitude. Ferme, mais différentielle. Monsieur le ministre d'État, j'ai pris mes dispositions. Il dit non, mais dans ce cas, je suis désolé. Vous n'allez pas diffuser cette émission. Je ne lui ai toujours pas dit. J'ai dit non, monsieur le ministre d'État, je crois qu'on va diffuser, c'est une grande émission. Il dit, vous ne diffusez pas, en tout cas, j'ai demandé à monsieur Mendozé, le directeur général, de rentrer, il est à Douala. Je ne savais même pas que Mendozé n'était pas à Yaoundé. Il est à Douala, et je lui ai dit que si cette émission passe sur les antennes de la télévision, il faut qu'il plie ses bagages. Non. Ah oui, il me l'a dit au téléphone, monsieur Kamofou. Un grand monsieur aussi. Absolument. Pour qui j'ai énormément de respect jusqu'à ce jour-ci. Alors, il dit ça. Je dis, bon. Je dis, mais qu'est-ce que je peux dire? Je lui dis, ah, monsieur le ministre d'État, avant d'interdire, n'est-ce pas, la diffusion de cette émission, s'il vous plaît, parlez à votre hiérarchie. Vous n'avez pas dit laquelle? Vous avez simplement dit parler à la hiérarchie. Parler à votre hiérarchie. Et pour la première fois, il dit, ah, Eric. Parce que jusque-là, c'était M. Tchindé. Ah, Eric, merci. Et il raccroche. Je me suis dit, ok, donc ça va. Vous êtes compris? Oui. Il a compris que c'était le chef d'État. Alors, je me dis, ok, l'émission va passer. J'ai dit, Charles était impressionné, moi aussi, tout le monde. J'ai gardé la bande de l'émission. J'étais sûr que personne d'autre ne l'avait. Puis, Mendozé arrive vers midi, en début d'après-midi, je prends. Il arrive, il appelle l'équipe technique. Cette émission ne doit pas passer. On vient me le dire. Et moi, je décide donc. Je ne faisais rien. Je me suis dit, vers 17h, j'allais appeler la présidence pour qu'on donne l'ordre. La balle du shérif, comme on peut dire. Oui. 17h, j'essaie d'appeler 18h, jusqu'au soir. Le numéro que le président m'avait donné ne passait pas. Monsieur Mva. Il n'y a pas d'abonné à ce numéro. Jusqu'au soir, l'émission n'a jamais été diffusée. Oh là là. N'a jamais été diffusée. Et c'est après que j'apprends que la CRTV était bourrée d'indices et qu'eux, ils avaient enregistré parallèlement, enfin, ils avaient l'habitude de tout enregistrer. Absolument. Et donc, M. Fauchivet, qui était le directeur de on appelait CNR à l'époque. Le CNR, exact. Ce qui est de DGRE aujourd'hui, les renseignements. DGRE aujourd'hui. Il avait donc, au moment où il avait l'émission crue, en rush. Absolument, absolument. Moi, j'ai fait un petit montage pour donner au président de la République. Lui, il avait l'original. Et apparemment, cette nuit, j'apprends plus tard, il a dû convoquer un groupe de personnes avec certains ministres et tout pour visionner l'émission. Et ils ont pris la décision qu'on n'allait jamais diffuser cette émission sur les antennes de la télévision. Alors, quand je dis que le président Biya a des gens autour de lui qui ne le suivent pas, j'ai plusieurs exemples. Absolument. Mais ce qui me désole, c'est que le président n'a pas tapé sur la table pour dire, écoutez, diffusez-moi cette émission. Je n'arrivais plus à la voir, à voir M. Mva, personne. Donc,
il a sa part de responsabilité, peut-être le plus important. Je me souviens quand je partais pour les interviews avec le président de la République, les mêmes entourages me disaient, s'il vous plaît, ne posez plus ce genre de questions. Monsieur Esso-Laurent est toujours là, donc il peut, je ne dis rien qui... Hein, monsieur Sadi René était là, monsieur Famdongo était là, tous ces gens-là, ils sont encore là. Ils me disaient, ne posez plus telle ou telle question au président de la République, parce qu'après vous, c'est sur nous qui tombe. Et j'avais l'habitude, dès que je rentre, dès que je me retrouve avec le président, de lui demander, monsieur le président, on m'a dit de ne pas vous poser des questions. Tel genre ou tel type de questions. Et monsieur Biya me disait toujours, faites-le. Posez vos questions. Et je me souviens une fois, j'étais à Douala. Les gens étaient venus autour de moi pour dire, oh, Éric Tchingé est vraiment posé, vous ne posez pas les vraies questions, voici, faites ceci. J'arrive chez le président. Il me demande, ça va? Je dis, oui, on va voir de tout et de rien. Et puis, je commence mon interview. Et puis, il me dit, mais vous ne m'avez pas posé les questions que les gens de Douala vous ont données. Authentique. C'est là où j'ai su que ce monsieur est informé. Le président Biya est très informé. Il me dit, mais les gens vous ont accosté à l'aéroport. Oui, m'insulter, me disait de me poser des questions, mais poser ces questions, j'étais obligé de lui dire ce que les gens disaient de lui. Est-ce que ces exemples pour vous montrent le style de gouvernance du président? La sérénité quand on l'aborde, la confiance, la vision dans l'avenir, mais qui sait peut-être aussi, et vous parlez du gouvernement, le non-suivi des collaborateurs. Vous direz que c'est le style Biya? Oui, c'est forcément 30 ans après, mais on constate le résultat. Rien, il n'y a pas de suivi. Regarde un ministre, membre du gouvernement, qui vient accuser un autre membre du gouvernement de n'avoir pas respecté les instructions du chef de l'État. Et qu'est-ce que le chef de l'État lui-même il fait? Ou un ministre qui dit, bon, je n'ai pas pu circuler à cause de l'état des routes, accusant donc le ministre des Travaux publics, tout à fait normal, puisque tout le monde voit ça. Mais qu'est-ce qui se passe entre ces instructions et la réalisation, l'exécution, n'est-ce pas, des instructions données? Enfin, vous, quelles sont les leçons que vous tirez de tout cela, de ces expériences-là? Enfin, je crois qu'il est temps de changer la manière de gestion de ce pays. Il est temps. Il est temps. Le changement implique-t-il le changement des hommes, des idées, de la vision, de la politique, de la manière de faire, tout ça. Il est temps, il est grand temps. Parce que j'ai pitié de mon pays aujourd'hui. Je me souviens quand je le disais hier soir avec des amis, quand je suis parti aux États-Unis pour mes études, mais j'étais pressé de rentrer au pays. Pressé. Je revenais au pays chaque fois que j'avais l'occasion de le faire. Parce que Yaoundé bougeait, le pays bougeait, plein de perspectives et tout. Il y a 30 ans, je prenais 3 heures pour partir de Yaoundé à Douala quand j'étais lent. 2h30 quand aujourd'hui 6 heures. C'est du progrès, ça? C'est du progrès. Qu'après 30 ans, il n'y a pas, je suis incapable de faire 3 heures sur un trajet de 220, 300 km. Vous avez été par ailleurs responsable dans des institutions financières africaines. De leur point de vue, quand on regarde les indicateurs du Cameroun, qu'est-ce qu'il en ressort? Les gens ne comprennent pas ce qui se passe dans ce pays. Je dis, mes collègues, que ce soit à la Banque mondiale où j'étais pendant plusieurs années, ou à la BAD, où j'ai fait 4 ans comme responsable de communication, c'est la même chose. Tout le monde se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Ce pays, à mon avis, devait être le pays phare sur le continent africain. Les gens ne comprennent pas autant de ressources.
humaines, des gens intelligents. On les voit partout dans le monde. On les voit partout. Le premier vice-président de la BAD, il y a eu 3 Camerounais, Ted Nkodo, Emmanuel Mbi et aujourd'hui Marie-Laure Oloubadi. 3 premiers vice-présidents de la BAD. Aucun pays n'a fourni autant. À un moment donné, dans le système de Bretton Woods, le plus grand nombre de staff en charge de la communication venait des États-Unis en premier, l'Angleterre en deuxième et le Cameroun en troisième. Donc, premier pays africain. Absolument, premier pays africain et troisième dans le monde, en termes de nombre. Hein. Absolument. Oui. Donc, c'est un pays qui a tout pour réussir. Mais pour le faire, il faut un nombre de points. À la présidence de la République, le président Biya, malheureusement, est trop fatigué pour ça aujourd'hui. Et il faut une vision claire. Eric. Oui. D'accord, je vous laisse poursuivre, on s'est compris. Non, enfin. C'est pas à vous que je vais. Non, bien sûr. C'est pas à toi que je vais m'arrêter de. Tu vas m'empêcher de parler. Non, je vous empêche pas de parler. Ah, voilà, ok. Allons-y alors. Non, c'est que je vous empêche pas de parler. Alors, un peu de politique, on va y arriver, on y va d'ailleurs. Vous diriez qu'entre 82 et 2024, le président a eu de différents systèmes de gouvernance politique, sur le plan purement politique, dans la stratégie, la vision, la mise en œuvre, dans les choix d'orientation globale. Est-ce qu'il y a eu une constance durant ces 42 ans, ou alors il y a eu des périodes de variation? Vous l'aviez dit tout à l'heure, le président avait une vision de quelqu'un qui voulait la liberté d'expression, à travers l'exemple que vous avez donné, mais la liberté des partis politiques aussi. On a pu voir les années 90. Est-ce que 42 ans après, vous avez le sentiment que, sur le plan purement politique, pour redire ma question, c'était donc véritablement cela? Moi, je crois que, enfin, ces changements, vous tous, vous l'avez constaté. C'est pas, je n'invente rien. Absolument. Je dis ce que je vois. Le fait qu'il n'y ait pas eu de réunion ministérielle. Les conseils. Le conseil ministériel avec le président de la République depuis un certain nombre d'années. C'était pas comme ça avant. Le président se retrouvait avec ses ministres pour, n'est-ce pas, donner ses instructions directement et surtout pour voir ce que chacun faisait. Les années passent aujourd'hui, il n'y a pas de conseil des ministres. Donc chacun fait à sa tête. Et c'est l'impression que j'ai. Avant, je parle des choses qui ont changé. Le ministre d'avant, et j'ai connu plusieurs, ne ramassaient pas tout ce qu'ils voyaient dans le trésor public. Aujourd'hui, les hommes les plus riches du Cameroun sont des ministres, des voleurs. Eric Sidié. Non, je le dis. Et je le dis avec beaucoup de respect. Mais quand on voit un ministre en même temps, on peut pas qui a généraliser. 50... On peut pas généraliser. Non, je ne généralise pas. Oh, il y a des ministres extraordinaires. C'est vrai que je parle de ceux qui sont trop riches. Voilà, d'accord. Je parle uniquement il faut de nuancer. ceux qui ont 20 hectares de terrain à Yaoundé. Non, mais ils peuvent en avoir si la démonstration de la régularité est démontrée. Je veux dire que je peux avoir 50 hectares. Il fut un temps où un ministre ne pouvait pas avoir même 3 ou 4. Le président Biya, quand il est devenu président de la République, il n'avait peut-être que 2 ou 3. Et c'était clair, il avait pris un crédit dans, je crois que c'était la BCAO, la BICIC ou une de ces banques, SGBC. Donc même lui, le président de la République, quand il est devenu président, il n'avait que 2 ou 3. Mais ces ministres, aujourd'hui, riches comme ils sont, il y a quelque chose. C'est pas sur quel salaire? Sur quel salaire? Il faut que les Camerounais aient le courage de dire à ces gens-là que ce qu'ils ont volé, on va récupérer. Vous parlez certainement de ceux qui sont déjà condamnés au TCS. Je parle de ceux qui ont volé. On peut pas généraliser. Je parle uniquement de ceux qui ont volé. Et ils se connaissent. Ils se connaissent avec les... Tu entres dans un
parking, tu as l'impression qu'il y a fête. Mais comment justifiez-vous justement le fait, et je l'observe un peu dans ce que vous décrivez, que le développement n'a pas suivi durant ces 30 ans? Mais c'est clair, c'est moi qui le dis. Vous ne voyez pas? Les Camerounais. Vous n'êtes pas comme Jean-Didier Moumo qui ne voit pas. Monsieur le rédacteur en chef, c'est moi qui pose des questions. Vous êtes mon invité. Permettez-moi cette police. Tu es mon petit frère. Alors, cela dit, pour revenir à la question, cette dissonance entre l'évolution de la population, la pauvreté qui s'est installée, le sous-développement, comment expliquez-vous justement que ces populations, comme vous le décrivez, qui connaissent autant de difficultés, laissent ce système aussi longtemps perdurer? Est-ce que les Camerounais ne se disent pas, tant qu'à faire, c'est le moins mauvais de tous ceux qu'on pourrait avoir à la gouvernance, à la gestion de ce pays? Ce que nous souhaitons pour notre pays, d'accord, c'est d'abord la paix. Absolument. Première chose, la paix. Deuxième chose, le progrès économique. Parce que sans progrès économique, on va se retrouver avec des jeunes chômeurs, beaucoup de jeunes qui se forment dans nos grandes institutions, mais qui ne trouvent pas du travail. Et tu vois des licenciés qui sont sur les mototaxis, ainsi de suite. Non. C'est clair ce que nous voulons pour notre pays. Et tout le monde doit œuvrer pour ça. Mais quand on arrive au point où nous sommes aujourd'hui, où le pays, nous avons une économie qui ne crée pas de l'emploi, nous avons une économie qui ne transforme presque rien, où tout le monde est réduit à un bayam salam, où les industries les secteurs les plus productifs porteurs, n'est-ce pas, de notre économie, c'est des habits qu'on vend au bord de la route, c'est des chaussures qu'on vend au bord de la route, et qu'on achète d'ailleurs, pas ici. Nous n'avons même pas une industrie de textile, avec tout le coton que nous avons. Nous n'avons pas une industrie de bois, avec tout ce que nous avons comme forêt. Ainsi de suite. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il est temps d'obliger, de se dire cette vérité. C'est tout ce que je suis en train de vouloir faire. Je ne veux rien faire pour déstabiliser notre pays. J'aimerais que les gens le savent que la paix, on doit préserver la paix à tout prix. Absolument. Et que ce qui se passe dans le Nozo est en train de détruire le Cameroun. Ne détruit pas seulement le Nozo. Ne détruit pas seulement Bamenda et Boya et Limbe. Ça détruit le pays. Preuve. Et je défie n'importe qui, monsieur, comment il s'appelle, ministre des Finances, Moutazé, ou monsieur Alamine. Mais, dites-moi, combien d'investisseurs sont venus dans ce pays dans les 10 dernières années? Combien de vrais investisseurs? Combien d'usines de production nous avons eu? Dites-moi. Vous savez pourquoi? Non. Parce que ces investisseurs qui peuvent s'intéresser à un pays comme le nôtre, avec tout ce que nous avons comme ressources naturelles, ces gens, avant de commencer même à penser au Cameroun, ils vont sur Google. Et dès qu'ils tombent sur Google, ils voient un pays en crise, un pays en guerre. Il y a une guerre civile au Cameroun, même si les Camerounais refusent d'y penser. Mais il y a une guerre civile au Cameroun. Et immédiatement, ça s'arrête. Aucun investisseur ne voudra, n'est-ce pas, s'installer dans un pays d'instabilité politique. C'est aussi simple. Bon, disons que la guerre, vous l'avez dit, c'est pas une guerre civile non plus. Ah, il y a une guerre civile. C'est quoi une guerre civile, là, M. Dipita? C'est quoi une guerre civile? Vous la définissez comment? C'est quand l'armée nationale s'en prend contre des rebelles armés. Non, l'armée ne s'en prend pas. Je veux dire qu'il y a des personnes civiles. Quand les militants armés dans un pays se mettent en guerre contre l'armée nationale. D'accord. L'armée nationale doit essayer de restaurer la paix, c'est tout à fait normal. D'accord.
Donc l'armée ne fait rien d'anormal. Mais il y a un problème. Et malheureusement, c'est un problème politique. Alors, trouvons la solution politique pour ce problème. Vous avez évoqué la crise dans les régions du nord et du sud-ouest. Et de l'extrême nord aussi. Oui, exact. Même si les causes sont différentes. Sont différentes et c'est pas... quand on parle de la guerre civile, là, c'est l'armée nationale contre les ennemis qui viennent d'ailleurs. Absolument. On est en guerre civile dans la partie sud. Absolument. Cela dit, vous avez certainement suivi les dernières évolutions, notamment les interpellations de certains leaders qui animent les civils armés dans les régions Nosso, à Yabacho et autres. Vous ne vous dites pas, comme certains, que ça pourrait peut-être ramener la sérénité? Est-ce que le fait que les pays dans lesquels ils résident, et pour lesquels d'ailleurs certains sont des citoyens désormais, sont interpellés, n'est pas un élément qui donne l'impression que sur le terrain, et avec l'évolution de la situation, les choses reviendraient progressivement à la normale? On a le droit d'espérer, j'ai toujours espéré. Ça fait des années qu'on me dise que non, on va régler ce problème dans les semaines qui suivent, et ainsi de suite. Ça fait longtemps que j'entends ça. Je peux vous dire, le président de la République a envoyé un de ses ministres me demander ce que je pense. Et qu'avez-vous dit à ce ministre? Qu'en pensez-vous? Absolument, c'est ce que je suis en train de te dire ici. Que c'est un problème politique. Cherchons à résoudre ce problème de manière politique. M. Fami Ndongo, que le président avait demandé de me recevoir, il est encore là. Il est ministre d'État, si je ne me trompe pas. Ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur? Oui, absolument. C'est pour dire que je ne dis rien de... Je n'invente rien. Et ça, c'était en 2019, je crois. Donc, et depuis 2019, 5 ans plus tard, rien n'a changé. Je ne peux pas aller à Bamenda. Moi, je ne peux pas aller à Bamenda, d'où je viens. Donc, je crois que la solution est politique. Et tant qu'on ne veut pas regarder ce problème, la source de ce problème... Alors, mais concrètement, quand on dit la solution est politique, quels sont les éléments qu'on met dedans? Mais c'est clair, les anglophones disent qu'ils ont toujours été marginalisés. C'est vrai. Et ils se disent aujourd'hui, enough is enough. Et c'est ça. On a toujours marginalisé les anglophones. Moi, écoutez, je sais que les gens commencent à croire que je suis le plaidoyeur, je suis je ne sais pas moi, pour les anglophones. Non, pas du tout. Je suis d'abord camerounais, je resterai toujours camerounais. Et je ne suis pas d'accord avec ceux qui veulent détruire le pays. Je ne serai jamais d'accord avec eux. Mais je sais que tant que l'anglophone se prend toujours pour un citoyen de deuxième degré, on aura toujours cette ambiance d'incertitude. Et c'est ça le problème. Alors, vous dites qu'il s'agit d'une question politique. Ça nous permet donc d'aborder le volet politique de cet échange. On vous a vu récemment à Yaoundé, lors de la rencontre, du meeting ou alors du choix du candidat du parti Univers, un choix qui s'est porté sur le bâtonnier Akeremouna. Je veux dire, votre présence là-bas, était-ce le signe de l'engagement politique? Vous avez franchi le pas? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Je suis... deux choses. D'abord, j'étais invité... je venais d'arriver. Je crois que je suis arrivé au pays la veille de ce meeting. Et puis, quelqu'un est venu chez moi le lendemain pour insister que j'aille... à un meeting politique. Bon, je suis allé parce que je croyais, j'étais sûr de retrouver certains amis. Je venais d'arriver au pays, comme je vous ai dit. Non, je n'avais aucune intention d'aller soutenir un quelconque candidat politique. C'était pas ça mon intention. Et je reste... mais arrivé à cet événement, on m'a parlé que leur objectif, c'était de opter pour un candidat
anglo-saxon. Enfin, Absolument. Ok. c'était ça. Et je dis, ah mais tiens, c'est pas une mauvaise idée. Il est temps. Il est temps. 70 ans après presque, il est temps qu'on change de système dont j'étais d'accord. Et c'est ce jour-là que j'ai appris que leur candidat de choix, c'était Akeremouna. Je n'ai rien contre Akeremouna, mais Akeremouna ne m'a pas présenté un programme politique. Et je ne veux pas donner ma voix à quelqu'un qui ne m'a pas convaincu, n'est-ce pas, avec son programme. Donc j'attends toujours et j'espère qu'il y aura d'autres personnes, des autres partis politiques, RDPC, PCRN, MRC, ainsi de suite, SDF, qui vont nous donner des gens qui peuvent qui peuvent présenter un programme surtout qui mettent en exergue, n'est-ce pas, le système anglo-saxon. Est-ce que la problématique ici, je veux dire, est-ce que faudrait-il simplement être anglophone pour se dire candidat? Est-ce que vous ne mettez pas aussi des éléments de compétences, de vécu, Absolument. d'expérience? Écoute, ça va de soi. Ça va de soi. Et je crois qu'il faut qu'on le dise. Moi, je demande tout simplement qu'on essaye un autre système de gouvernance, un autre système de la gestion de la chose publique. Ok. Parce que le système actuel, à mon avis, a échoué. Dans ce système, vous y mettez également la forme de l'État. Vous rectifiez, vous dites... Pas forcément. Je crois qu'il faut un débat national. Mais quand on dit un système de gouvernance, ça peut se faire dans un contexte fédéral, je ne sais pas moi, décentralisé. Ça, c'est un débat à avoir. Mais et on avoue, il est clair qu'il y a deux systèmes. Il y a le système français qui vient de France et puis le système anglo-saxon, j'imagine, qui vient d'Angleterre. C'est clair. Le fait que les parents en fait, système parlementaire et système présidentiel. Il y a ça, mais il y a beaucoup d'autres éléments de deux cultures différentes. Il y a beaucoup de parents à Yaoundé et ailleurs, francophones, entre guillemets, qui envoient leurs enfants dans le système anglo-saxon. Je trouve que c'est parce que ces parents se sont rendus compte que peut-être ce système est meilleur. Absolument. Alors, cela dit, je l'ai dit dès l'entame de l'émission, nous sommes en année préélectorale. D'ailleurs, on a pour cette année, le 31 août, bouclé avec les inscriptions sur les listes électorales. Entre-temps, il y a eu un débat. Maurice Kamto, qui est très remonté, a dénoncé un certain nombre d'éléments contre Elecam, notamment la non-prise en compte d'un peu plus d'environ 120 000 personnes inscrites qu'on ne retrouve pas sur les listes électorales. Le directeur d'élection de Cameroun, le docteur Eric Sousa, a réagi. Vous, au regard de ces éléments, vous pensez qu'on va vers une année électorale sereine? Je veux dire que, est-ce que vous percevez que le dispositif électoral pour une élection transparente, garantie, équitable, pour que tous les électeurs, tous les candidats bénéficient des mêmes règles. Est-ce que ce dispositif, pour vous, vous avez le sentiment qu'il est en train d'être mis en place, normalement? Ah non, mais je n'ai vraiment pas les arguments nécessaires pour soutenir ma position sur cette question. Je crois qu'il y a encore beaucoup d'efforts qu'on doit faire. Je ne sais pas, mais ce qui est clair, c'est que tel que les choses se présentent aujourd'hui, ça sera très difficile pour quelqu'un en dehors du RDPC, en dehors du candidat de RDPC. Ce sera difficile pour une autre personne de gagner ces élections présidentielles. Difficile. Donc, pourquoi? Parce que le RDPC est implanté, il est structuré, il a des cadres, il a des militants. Oui, et puis il faut avouer que le jeu n'est pas... Enfin, il faut égaliser peut-être, n'est-ce pas, le jeu politique, et ce n'est pas le cas, à mon avis. Donc il y a du travail à faire. Moi, je me trouve dans une situation où je dois plaider à tous ceux qui aiment ce pays. Pour une fois, l'après-Biya est en train de s'imposer. Le président va partir. Donc, c'est une occasion pour nous
de changer ce pays. Le président pourra encore être candidat. Hein. Je veux dire, il ne s'est pas encore prononcé, mais les statuts de son parti font clairement. Il a le droit absolu. Rien ne dit qu'il est sur le pied du départ, Éric Tchindji. Il a le droit de se présenter. Mais laisse-moi dire que le président Biya est fatigué, je le sais. Je le vois, oh là là, mais c'est ce qui me désole, qu'on ne peut pas dire des vérités aussi évidentes. Le président Biya est fatigué. Vous avez un collaborateur, bon, je vous laisse poursuivre. Oui, laissez-moi dire que le président Biya est fatigué. J'espère qu'il ne va pas se présenter, ce n'est pas mon choix. C'est le RDPC qui va prendre cette décision. Mais moi, Éric Tchindji, j'espère que le président Biya, que j'aime beaucoup, ne va pas se présenter. Est-ce que vous avez les éléments pour porter... Vous savez, hein, le président est venu à Washington quand j'étais là. Et là, le monde entier a vu que c'est un vieux monsieur fatigué. Éric Tchindji. Le monde entier a vu. Je n'invente rien, petit frère du Pita Congo. Oui, cher aîné, cher grand frère. Oui, je n'invente rien. Le président est fatigué. Tout Camerounais qui me regarde maintenant, le président Paul Biya est fatigué. J'ai dit ma vérité. Rien ne peut changer cette vérité. Rien. C'est la vérité. Donc il est temps de chercher, je dis au RDPC, de chercher un candidat. J'aimerais que le RDPC cherche un candidat anglophone qui peut imposer un autre système. Ce n'est pas un système. Mais il est d'abord camerounais. Et puis, il peut imposer un autre système de gestion. C'est tout ce que je veux. Vous pensez à quelqu'un de particulier? Non, pas du tout. Pas du tout, je ne sais pas. Qui peut mieux porter... Mais allons au-delà du RDPC. Une vision pour le allons au-delà du RDPC. Vous pourriez décrire le profil du président qui pourrait poursuivre le... J'aimerais avoir quelqu'un... Du candidat, je veux dire. Qui pense... Je suis obligé de le dire malgré moi, mais il y a des gens qui ont passé le temps à réfléchir sur le sort de ce pays. Et ces gens-là ont constaté, par exemple, que le Cameroun ne constitue pas encore une nation, que l'État du Cameroun ne constitue pas encore une nation. Premier défi du prochain leader de ce pays, c'est de faire de ce beau pays une nation. Quels sont les éléments qui vous indiquent qu'il n'y a pas de nation camerounaise? Quand je te regarde, je vois un Douala, je ne vois pas un Camerounais. Quand tu me regardes, je suis convaincu, tu vois un anglophone qui est en train de te parler. C'est ça. Hein? Je vois un Bassa, je vois un Bamileke, je vois... Hein? On est en train de... On a réduit le pays en une conglomération, n'est-ce pas, de tribus. Non, nous pouvons en faire un pays, une nation camerounaise dont tout le monde est fier. Et pour le faire, il y a une politique qu'il faut mener. Donc j'aimerais avoir quelqu'un qui me présente sa vision et les éléments de cette vision. D'accord. Oui, je vous laisse poursuivre. Oui, donc pour moi, voilà un premier élément. Okay. Et puis évidemment, le reste. On a un sérieux problème de justice dans ce pays. J'aimerais un programme qui nous présente une politique de transformation du système de justice. N'en parlons pas pour la santé, pour l'économie, pour l'agriculture de notre pays, ainsi de suite. J'aimerais voir le programme de changement. Il y a des choses qui doivent changer dans ce pays. Regardons les infrastructures. Donc j'aimerais avoir quelqu'un, je ne sais pas qui, j'aimerais, si je parle du système anglophone, c'est tout simplement parce que nous avons accès à ces deux systèmes. Quand on a réuni les deux pays en 1960-61, c'était clair qu'il y a deux systèmes. On avait accepté les deux systèmes. Mais pourquoi, qu'est-ce qui nous empêche d'essayer l'autre? Pourquoi on nous a imposé le même système depuis 60-70 ans? Pourquoi? On peut changer. C'est tout ce que je veux. Et j'aimerais, n'est-ce pas, qu'on nous présente un candidat qui comprend les deux systèmes.
j'aimerais revenir au pays et assister à un débat entre ces candidats-là, en français et en anglais. Nous parler de leur vision de l'avenir du Cameroun et une vision qui tienne compte de tous ces éléments. D'accord. Essayons de faire un petit jeu, justement parlant des candidats. Je vais citer certains, ou du moins des acteurs politiques de premier rôle. Je vais citer certains et vous me direz qui c'est peut-être, s'ils répondent aux caractéristiques, au profil. Je commence qui c'est peut-être par Joshua aussi, du SDF. J'aime bien Joshua aussi et je crois que, en ce qui me concerne, il a ce profil-là et je peux te donner les raisons. Joshua est parfaitement bilingue, il connaît bien le système anglo-saxon comme le système français. Donc, et puis il a l'âge, parce que l'âge aussi est important. Donc, moi, j'aimerais voir quelqu'un entre 45 et 60, 65, pourquoi pas. Donc, il a tout ça, quoi. Joshua, oui. Patricia Ndamjoya. Ah oui, absolument. La même chose. Je ne sais pas si Patricia a une maîtrise du système anglo-saxon. Je ne suis pas sûr. Mais j'ai beaucoup discuté avec elle, mais surtout avec son feu mari, l'honorable Adamou Ndamjoya, qui était aussi à cheval entre les deux, français et anglais. Bon, Patricia, si elle nous présente un programme, oui, pourquoi pas. Et j'aime le fait que ce soit une femme aussi. Bon. Olivier Billet? Je ne connais pas trop. Mais je crois qu'il est dans cette tranche d'âge et je l'entends de temps en temps et il dit des très bonnes choses, pourquoi pas. Cabral Libye? Même chose. Cabral, c'est un jeune frère que j'aime beaucoup. Il dit aussi des très bonnes choses. Mais une fois de plus, moi, aujourd'hui, je crois qu'il faut un changement de système et j'aimerais avoir quelqu'un qui sort du système anglo-saxon. Mais c'est pas, je ne peux pas l'imposer, donc si Cabral nous présente un programme pour l'avenir du Cameroun qui tire des deux systèmes, pourquoi pas. Joseph Dion-Ngouté? Oui, absolument, même chose. Hein. Dion, j'ai énormément de respect pour lui, qui nous présente aussi son programme. Maurice Kamto? Absolument. Enfin, ce qui est bien, c'est que là, on est parti de Joshua aussi, et Cabral et les autres là. Je ne vais pas parler de Kawala et Patricia. Je n'avais pas terminé, on parlera de ça. Mais pour tomber donc à ces personnes de ma génération, donc Kamto, Dion-Ngouté, ainsi de suite, oui. Vous pouvez encore nous donner un peu de chance. Mais je crois qu'il est temps d'insister sur les gens de ta génération. Christophe Fomonio? Non, Chris c'est un frère. Mais d'ailleurs, il habite pas loin de chez moi, à Washington. Mais je ne crois pas que le fait qu'il ne connaît pratiquement plus le pays, il vient ici assez souvent. C'est quelqu'un de très très bien. Très respecté sur le plan international, mais bon. Kawala? Absolument, c'est une jeune battante, ce que j'aime aussi. Et puis c'est une femme aussi. Si elle peut nous aussi présenter et défendre un programme, pourquoi pas. Alors, au sein de l'opposition camerounaise en ce moment, il y a comme une forme de débat qui suscite des mésententes ou des dissonances entre les différents acteurs politiques, notamment autour de ce qu'on appelle la coalition des partis de l'opposition pour présenter un candidat unique à cette élection présidentielle. En ce moment, il y a peut-être 2 ou 3 grandes coalitions qui sont constituées, APC, ATP et bien d'autres. D'abord, de façon générale, que pensez-vous de ce débat-là au sein des partis de l'opposition? Je crois que c'est toujours une bonne chose d'avoir un débat. Absolument. C'est toujours une bonne chose. Malheureusement, j'ai l'impression que ce débat
c'est un débat plutôt de positionnement. Ce n'est pas un débat qui porte sur l'avenir de ce pays. Ce n'est pas un débat qui porte sur les grands thèmes, sur une vision pour le Cameroun. Je n'ai pas cette impression-là. Parce que si vous me posez la question aujourd'hui, mais qu'est-ce que telle ou telle candidature représente, je ne saurais pas quoi te dire, Dipita. Donc je crois que oui, pour les débats, oui, pour les candidats de consensus, mais non pour tout ce que j'entends qui tourne autour du pot, il me semble. Alors, l'Alliance pour le changement politique, l'Alliance politique pour le changement est portée par, du moins, a été initiée par l'honorable Jean-Michel Nitieux, qui a désormais désigné son candidat dès l'entame d'ailleurs de cette mise en place, qui est Maurice Kamto. Et de l'autre côté, il y a l'Alliance pour une transition politique portée par Olivier Billet, qui a également un certain nombre d'autres acteurs. Est-ce que ces stratégies-là ne sont pas pour affaiblir davantage? Est-ce que ce ne sont pas des arguments qui permettent effectivement au RDPC de dormir sous ses deux oreilles serein et se dire que finalement, 2025 également pourrait être... C'est ce que j'ai dit. Si ces gens-là nous présentaient un programme qui est assez mobilisatrice, n'est-ce pas, qui motive les Camerounais. Mais ils ne le font pas. Donc, tant que ce débat reste au niveau du positionnement des individus, par-ci ou par-là, non, le RDPC va toujours l'emporter, puisque le RDPC, qu'est-ce que le RDPC a présenté comme programme politique? Moralisation et Dieu seul sait quoi d'autre? C'est ça, un moralisation. Hein? Le RDPC a tout un programme de politique. Qui s'appelle? Ils ont le livre blanc, je crois. Oh là là, mais dis donc, qu'est-ce qui est dedans? Qu'est-ce qu'ils ont réalisé? Depuis 40 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, il ne faut pas charrier. Et si le RDPC nous présente un programme, comment redresser nos villes urbaines, enfin les villes camerounaises, nos routes, nos infrastructures, la santé qui est dans un état déplorable, l'éducation, oh mon vieux, on est en train de perdre, n'est-ce pas, quelque chose qui était déjà acquis, l'éducation au Cameroun. Non, le RDPC en fait n'a même plus le droit de gouverner ce pays. Mais bon, pourquoi? Non, ils ont échoué. Non, comment ça? Non, je ne dis pas qu'ils ne doivent pas. Je dis non pas le droit parce qu'ils ont échoué. Mais vous savez qu'ils défendent souvent bien leur bilan. Je veux dire que, et vous diront que d'une université en 82, on en a une dizaine aujourd'hui. Oh, et combien de ces universités là sont 2000 km d'euros? Non, je regarde la liste des universités africaines. On n'est même pas parmi les 100 premiers. Oui, mais je veux dire que... Ça veut dire donc que même la qualité n'y est plus. On peut peut-être en débattre, mais je veux dire que... Non, pas en débattre. C'est publié, c'est une structure indépendante qui sélectionne les 100 premiers. Non, ne vous cachez pas derrière les slogans et tout ça. C'est ça qui me désole. Il est temps qu'on regarde la vérité en face et que c'est Yaoundé qui est devenu l'une des plus sales villes de l'Afrique, qu'on le dise et qu'on dise à ses maires que vous, on ne va plus vous réélire si vous ne nettoyez pas Yaoundé, si vous ne bouchez pas les trous, si vous n'enlevez pas les ordures. Ils ont commencé d'ailleurs à Yaoundé. Et je félicite le maire de Yaoundé. Ah d'accord. Je crois que c'est Yaoundé 5, hein, si je ne me trompe pas. Je le félicite pour les efforts qu'il a commencé. Non, donc il y a certains maires qui commencent à le faire. Trouvons ceux-là, félicitons-les et encouragez les autres à faire pareil. Nous voulons un pays en paix, un pays qui se développe, un pays dont tout le monde est fier. Est-ce que vous n'êtes pas un peu, désorienté n'est peut-être pas le mot, mais je vais l'utiliser pour me faire comprendre. Oui, je comprends. Est-ce qu'on est un peu désorienté par l'état des grands centres urbains, dans la Yaoundé qui c'est peut-être, sans forcément avoir fait le chemin de l'arrière-pays? Je n'ose pas vous dire ce que... la chance que j'ai eue, c'est que je suis en contact avec beaucoup de gens. Je ne peux pas vous dire ce que les gens du Sud m'ont dit. Le manque d'infrastructures dans la partie sud du pays. Sud, avec tout le cacao et tout ce qu'ils produisent là-bas. Ils ont du mal à acheminer ça au marché et ailleurs. Donc non,
je ne suis pas resté dans nos grandes villes et enfin nos grandes villes c'est la vitrine. Hein. Et si c'est déplorable à ce niveau-là, c'est que vous savez moi, je suis venu ici. Je suis venu ici avec des Américains d'origine camerounaise. Ah, Jammers. Oui, avec nos amis, Aveline Ava, Chris Ava, Feu Constant, Absolument. Tongo. Nous nous sommes organisés pour faire venir ces gens-là ici. Donc d'abord, je peux vous dire que c'est des hauts gradés. Encore une fois, le président de la République nous envoie un message de félicitations, M. Yang Philémon, Premier ministre. Désormais président de l'Assemblée générale. Président de l'Assemblée générale. Il nous dit, il nous appelle, le président est très content de ce que vous avez fait. C'est quelqu'un à côté du président qui a dit, ça ne va pas marcher. Tant que vous ne nous donnez pas ma part, ça ne va pas marcher. Il croyait qu'on était là pour se faire de l'argent. Pourtant, c'est moi. J'ai dépensé. Aveline dépensé. Christophe dépensé. Et non pas, on n'a rien gagné. On voulait le faire pour le Cameroun. C'est un haut placé du régime qui a dit jamais, tant que vous ne me donnez pas ma part. Vous savez au moins qui c'est, vous n'avez pas cité le nom. Là, non, pour une fois, je ne vais pas citer le nom. Surtout parce qu'il n'est plus là. Et je ne l'aurais pas permis. Il a répondu au bon Dieu aujourd'hui, ce n'est pas moi qui l'a répondu. Alors, et vous, comment vous voyez le Cameroun dans 5 ans, 10 ans, 15 ans? Oh, j'ai pris et je suis très spirituel. Je prie, je pose la question au bon Dieu. Donnez-nous. Vous nous avez donné autant. Dieu nous a donné énormément de choses. Ce pays, quand je regarde l'Afrique, il y a très peu de pays africains qui ont ce que Dieu a donné à ce pays. Mais on n'arrive pas à s'organiser pour, n'est-ce pas, tirer le bénéfice de tout ça. Donc j'ai prié que Dieu nous donne ce Camerounais et ces Camerounais, parce que ce n'est pas le travail d'une seule personne, et ces Camerounais qui peuvent transformer ce pays. Je donne quelques exemples. D'accord. Nous pouvons avoir une industrie de textile au Cameroun. Pourquoi? Parce que le Cameroun produit le coton. Bien sûr. Et les pays de l'Afrique centrale produisent le coton. Donc si nous développons cette industrie ici, avec les écoles qui enseignent les différents, n'est-ce pas, secteurs de la chaîne de production. Si nous pouvons avoir un marché pour non seulement produire pour le Cameroun, mais exporter. Si un pays comme Burkina Faso a pu résoudre ce problème de production de textiles, avec le peu qu'ils ont, ce n'est pas le Cameroun et l'Afrique centrale, et ça va nous permettre de devenir, n'est-ce pas, le vrai leader de l'Afrique centrale. On se dit leader, mais dans quel domaine, je ne sais pas. On regarde le bois. On est deuxième après l'Amazone en termes de forêt équatoriale. Pourquoi pas y a une industrie de bois ici? Nous pouvons le faire. On va créer des emplois, on va faire entrer des devises. En même temps, est-ce que notre gouvernance n'est justement pas conditionnée, encadrée, muselée par les institutions internationales pour lesquelles vous avez travaillé, entre autres la Banque mondiale? Je suis vraiment désolé d'entendre ça. Je le sais. Je le sais. Je n'ai jamais considéré la Banque mondiale ou la Banque ou le FMI comme instrument de développement de mon pays. Jamais. L'impulsion doit venir de l'intérieur. Le ministre des Finances doit aller à la Banque mondiale et dire « Voici ce que je veux ». Je vais vous donner un exemple. En 1995, le président Museveni, président de l'Ouganda, arrive à la Banque mondiale et il demande à voir le président de la banque. À l'époque, c'était M. Wolfenson. Il lui dit « Monsieur le Président, j'ai demandé de l'aide pour construire des routes. Mais vos gens sont en train de me dire non, d'envoyer plutôt les enfants à l'école primaire. Et je sais que si je construis des routes, j'aurai une économie. Si j'ai une économie, les parents vont payer pour que les enfants aillent à l'école. » C'était l'argument que le président Museveni a donné. Mais ça n'intéressait pas les gens de la Banque mondiale. Ils ont insisté et finalement, l'Ouganda n'a eu que l'argent pour les écoles primaires. Je peux dire que n'allons pas vers ces gens-là pour
pour demander le développement. D'accord. L'impulsion doit partir d'ici. On fait un petit retour en arrière, si vous le permettez. Vous avez participé à une table ronde en 1989. De quoi s'agit-il? En tant que rédacteur en chef, il y a eu une table ronde sur les questions du Cameroun en 1989, avant les propositions de modification de la Constitution de 91. Sauf si on commence peut-être par celle-là. La Constitution de 91. Attends, je suis un vieux monsieur maintenant, je suis plus jeune, donc... On y revient. Cela dit... Attends, 89? Oui, 1989. Oui, c'est de ce débat que je parlais, je crois. Ah d'accord, ok. D'accord. Vous avez... Attendez. Non, c'était en 91. Oui, 91, il y a eu la proposition de modification constitutionnelle. Oui, absolument. Absolument. Et effectivement, il y a eu ce débat. Mais ce que je voulais dire, c'est que quelqu'un a eu l'idée, je peux donner le nom de la personne, mais je suis interdit de donner le nom. Dites d'abord, on verra après. Voilà. Une personne a eu l'idée. Enfin, c'est une histoire intéressante quand même, donc je vais raconter ça. C'est un monsieur qui avait accès dans ce pays aux plus hautes autorités, qui un jour décide d'aller assister au débat pendant les tripartites, les conférences tripartites. Et arrivé au palais des congrès, il entend quelqu'un, un monsieur, qui est aujourd'hui sénateur. Mais ce monsieur était en train de tirer sur tout. Enfin, il s'agit de monsieur Ngayap, le sénateur Ngayap, Pierre Flambeau. Secrétaire général de l'UNDP. Ah oui, je crois bien. Il tirait sur tout. Ça, économie, politique, il tirait sur tout. Et ce monsieur est resté derrière, avec les chiffres à l'appui. Il ne bavardait pas pour le plaisir de bavarder. Il expliquait pourquoi ça ne pouvait pas marcher, pourquoi il fallait changer, pourquoi la Constitution, ainsi de suite, tout. Le monsieur en question, il reste derrière la salle. C'est lui-même qui me raconte l'histoire. Il s'agit de monsieur Damasomba. Je donne les noms. Pour dire de regretter mémoire. De regretter mémoire, tonton Damas. Il regarde, il entend tout ça. Il dit même, Pierre Flambeau était tellement convaincant que Damas s'est dit, aïe aïe aïe, il y a quelque chose qui nous échappe. Donc il décide d'aller le dire au président de la République. Mais au lieu d'aller à la présidence, parce qu'il partait à la présidence quand il a décidé de s'arrêter au palais des congrès, absolument, il rentre plutôt chez lui, pour se calmer d'abord, et puis mieux réfléchir. Pour mieux formuler. Mieux formuler ses idées. Mais plus tard ce jour-là, il décide donc de repartir à la présidence, voir son ami le président de la République, et l'idée, la grande idée qu'il a eue, c'était de proposer ce changement de la Constitution, qui faisait l'objet du débat dont tu parlais, mais de proposer que cette Constitution reconnaît, n'est-ce pas, qu'on le modifie pour créer le poste de président honorifique, je crois que c'est le mot, et avec un gouvernement qui gouverne vraiment. C'était ça. Et pour lui, donc, le président pouvait donc devenir honorifique. Et d'après, quand il me parlait de ça, il dit, bon, comme ça, on peut aller jouer au golf, machin, ainsi de suite. Et puis le gouvernement travaille. En fait, une forme de régime parlementaire. Un régime parlementaire, un peu comme en Allemagne, en Angleterre, ainsi de suite. Donc, quand il rentrait donc à la présidence l'après-midi, il décide de s'arrêter voir son cousin, le feu Okuda Martin. Il s'arrête dans son bureau. Absolument. Il arrive dans le bureau de Martin et qui il voit? Monsieur Ngaya. Il l'appelle dehors, il dit, mais vous savez avec qui vous avez... Il dit, oui, mais tonton, je le connais, c'est mon ami, de longue date.
mais est-ce que vous savez ce qu'il dit de vous et du programme du gouvernement? Oui, mais bien sûr, et il a toujours été comme ça. Il critique le système, mais ça va. Damas, lui, il me dit, quand il a entendu ça de Martin, de son fils, il a décidé que non, il est temps de changer. Donc il monte et il le dit à la première dame. L'idée qu'il a eue, il est temps qu'on change cette constitution. La première dame, Feu Jeanne Irène, était d'accord. Elle lui dit, laissez-moi en parler au président ce soir, et demain, vous pouvez lui en parler. Bon, évidemment, on n'a jamais eu ce changement constitutionnel. Non, parce que il y a eu les élections après, en 92, on connaît un peu l'histoire de ces élections. Avez-vous abordé des questions telles que le tribalisme avec le président, des sujets comme ceux-là? Qu'est-ce qu'il en pense? Personnellement, non. Moi, je ne l'ai jamais abordé avec le président en tant que tel, mais je sais exactement ce que le président pense. Okay. C'est pourquoi? Donc comment? Parce que en 95, 96, le président de la Banque mondiale décide de rencontrer les chefs d'État africains. D'accord. Il voulait les rencontrer et il voulait savoir de chaque chef d'État quel est cet élément clé où la Banque mondiale pouvait aider à déclencher un décollage économique. Qu'est-ce qui empêche le développement? Quel est cet élément qui empêche le développement chez vous? Il voulait que chaque chef d'État identifie un problème où il pouvait mettre le paquet, les moyens de la banque pour l'aider. Au Gabon, on nous a parlé de ressources minéraires, et, la gestion de ces ressources. Ailleurs, on nous a parlé de l'éducation. Dans d'autres pays, on nous a parlé de... Enfin, chaque chef d'État avait un élément. Il fallait choisir un seul sujet. La délégation a fait le tour et arrivé à Yaoundé, le président Biya a choisi le thème. Vous savez quel thème il avait choisi? Le tribalisme. Donc pour lui, la seule chose, si on pouvait résoudre le problème du tribalisme au Cameroun, pour lui, c'est ça qui freinait le développement de ce pays. C'est pas moi qui le dis. Les éléments sont là. Le président Biya a trouvé, face à tout ce que la Banque mondiale pouvait faire pour ce pays, a trouvé que s'il y avait une seule chose à faire, c'est de l'aider à résoudre le problème de tribalisme. Et vous, quelle appréciation sur le plan personnel faites-vous de cette problématique-là? J'étais vraiment étonné, mais j'ai bien compris. J'ai bien compris. Je vois ce qui se passe dans nos ambassades, par exemple. On n'arrive pas à vendre ce pays parce que... enfin, je ne veux pas le dire. Alors, Eric, quels sont les scénarios possibles dans ce pays, je veux dire, si jamais il y avait ces changements qui intervenaient? Vous, comment vous imaginez la suite? Peut-être je peux mieux préciser ma question. Dans cet environnement global qu'on connaît, la Russie, la Chine, les États-Unis, nos différents partenaires qui eux-mêmes sont en conflit là-bas, donc nous sommes un pays qui intéresse beaucoup d'autres, donc sur le plan géostratégique. Mais on a nos problématiques internes. Vous parliez entre autres du tribalisme. On a la pauvreté, on a la formation des jeunes, on a l'emploi, on a le panier de la ménagère. Jusqu'à tout récemment, encore les indicateurs donnaient de croire que le pouvoir d'achat a du mal parce que les produits sur le marché augmentent. Le Cameroun, là, comment est-ce que vous le voyez? Vous savez, moi je crois que d'abord, nos solutions doivent venir de nous. D'accord. D'abord. Donc, il est temps d'avoir une discussion honnête entre Camerounais, de mettre l'intelligence, n'est-ce pas, le capital intellectuel du Cameroun au travail pour définir de manière claire
cette vision pour le pays. Et une vision que nous allons vendre à tout Camerounais. Il est temps qu'on s'entende sur cette vision. J'ai eu à dire que cette vision doit mettre un accent particulier sur l'idée de la nation. C'est là qu'on cesse. On a vu ça réussir en Tanzanie, où le président Nyerere, depuis les années 60, a imposé une vision de la création d'une nation tanzanienne. Donc, nous devons pouvoir le faire ici au Cameroun. Nous devons chercher à résoudre les vrais problèmes qui minent la société camerounaise. Et je vois dans ce paquet de problèmes la santé, l'éducation, l'agriculture, l'économie de notre pays, les infrastructures, la télécommunication, ainsi de suite, la justice. Voyons ça. Croyez-moi, si on arrive à le faire, ce pays va décoller comme un fusée. Ça peut se faire. Et j'espère, j'ai prie qu'on arrive à le faire. Et puis maintenant, après avoir réglé le problème en interne, on commence à regarder ce que nous pouvons tirer de l'extérieur comme idée technologique, comme marché à viser avec nos produits. Donc la transformation de nos produits de base doit se faire pour vendre. C'est comme ça qu'on va, n'est-ce pas, réunir les devises nécessaires pour notre développement. Non, ça peut se faire. Et je ne me décourage pas. Ça doit se faire d'ailleurs. Alors, et dès lors, dans ce même schéma-là, vous dites que 2025, année électorale, est une année déterminante. Absolument. Je crois que l'histoire, c'est chaque pays qui doit écrire son histoire. Et je crois que 2025 nous donne la possibilité de repenser le Cameroun. De repenser le Cameroun. Et je sais que j'ai eu à dire qu'il faut absolument un anglophone. Non, pas fort. Et puis d'ailleurs, un anglophone, c'est qui? Un anglophone, c'est nous tous. J'ai toujours dit que les amis avec qui mes amis d'enfance, c'est bien plus tard que j'ai compris que, ah mais tiens, M. Tchala et Ton, M. Bilika et Bassa, M. Tel et Babenleke, ainsi de suite. C'est bien plus tard que j'ai su ça. Je ne savais pas, comme enfant. Donc, le Cameroun, c'est une diversité extraordinaire. Et nous pouvons profiter de cette diversité, n'est-ce pas, et donner la chance à tout le monde dans ce pays pour, n'est-ce pas, profiter de nos expériences différentes pour faire avancer le pays. Cela dit, vous avez certainement suivi l'actualité récente quant aux questions de liberté, la liberté de la presse, les sorties du Conseil national de la communication, du ministre de la communication, de l'AT et ainsi de suite. Avez-vous l'impression, le sentiment que la libre expression, notamment médiatique, au Cameroun, a du souci à se faire? Vous dites que les libertés, dans ce sens-là, sont menacées? Je crois que chaque pays doit, chaque peuple, n'est-ce pas, doit décider, doit mettre en exergue les éléments nécessaires pour définir, n'est-ce pas, son orientation et l'avenir de ce pays. J'ai eu, enfin, même dans cette émission, je te regardais depuis tard, il y a des moments où tu dis, ne dis pas ça. Enfin, c'est normal, et je suis d'accord avec toi. Mais je crois que le moment est venu où, pour
du développement de ce pays, on doit se regarder et se dire, c'est une vérité, hein, le tribalisme, on le ressent partout. La qualité de l'éducation dans ce pays, on voit la chute libre en qualité. C'est clair. On doit arrêter tout ça. Nous pouvons le faire. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Qu'est-ce qui nous empêche? Et moi, je crois que beaucoup de nos dirigeants ne s'intéressent pas à l'avenir du pays. Peut-être je me trompe. Et j'espère effectivement que je me trompe. Mais c'est le cas. C'est ce qu'on constate. C'est ce que moi, je constate. Éric Tchindjé, merci. Merci, député. 90 minutes de plaisir à vous entendre. Merci. Et il n'y en avait que pour 90 minutes. On espère vous avoir encore vos analyses, évidemment, oui. Vos lectures. Donc, ce Cameroun dont vous rêvez. Et je crois que c'est bien partagé. Je sais que tu adores le pays aussi comme moi. Donc, pourquoi pas. Merci. Merci infiniment à vous à la maison d'avoir regardé cette autre édition de Entretien avec. Nous étions avec Éric Tchindjé, spécialiste désormais des questions de communication et des relations internationales, évidemment. Ancien cadre de la télévision nationale. Il était de passage au Cameroun. Merci, bonsoir et à jeudi prochain pour une autre édition d'Entretien avec.